Bonjour à tous, BabySafe Solutions, qui est à l'initiative de cette journée, est très fier de vous accueillir au premier colloque national des parents aidants. BabySafe Solutions est une entreprise à mission qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et dont la raison d'être est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents affectés par la naissance d'un enfant qui naît grand prématuré ou porteur d'un handicap ou d'une déficience puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Chaque année, près de 60 000 parents sont plongés dans un parcours de parentalité différent et sont confrontés à cette réalité. Les aides sont disparates, difficiles, longues à obtenir et elles sont conditionnelles. Face à cette insuffisance et pour financer les besoins aujourd'hui non satisfaits des familles concernées, BabySafe Solutions a décidé d'innover en proposant la première assurance de type prévoyance collective qui intervient lorsque l'un des assurés devient parent ou grand-parent d'un enfant atteint d'une déficience ou de handicap ou parent d'un enfant qui naît grand prématuré. Cette innovation sociale et sociétale, autant qu'assurantielle, a vocation à s'intégrer dans la protection sociale aussi naturellement que l'est aujourd'hui la garantie décès ou invalidité. C'est notre conviction. La population de parents qui est susceptible de mobiliser notre garantie s'inclut dans celle plus large des parents aidants. Ainsi, il nous a paru naturel d'organiser ce premier colloque dédié aux parents aidants. Un premier colloque sur ce sujet seulement en 2023 montre bien que la cause des parents aidants est encore trop peu connue, trop peu visible. Lorsque l'on parle d'aidance, on évoque souvent en priorité les aidants de leurs ascendants, une situation que l'on peut anticiper. Quand on a 50 ans, quand on est dans une entreprise et qu'on a 50 ans et qu'on a des parents de 80 ans, on peut logiquement s'attendre à être exposé au risque de devenir leurs aidants un jour ou l'autre. Mais personne n'est préparé à devenir parent aidant, encore moins lorsque cette situation survient dès la naissance, et d'autant plus que dans certains cas, elle va perdurer des dizaines d'années. Oui, les parents aidants sont des aidants particuliers, aux besoins particuliers, pour lesquels le peu de dispositifs spécifiques existants est insuffisamment financé. Gageons que cette journée va permettre de progresser sur cette question sociétale fondamentale. Merci à tous nos soutiens, le groupe de protection sociale Apicil, la mutuelle Intégrance, la mutuelle Miltis, le courtier Ilium, le spécialiste de la protection et du conseil juridique CFDP, la mutuelle SMI et l'association de mutuelles ROAM, sans lesquelles ce colloque n'aurait pas pu voir le jour. Merci à tous les intervenants, parents, professionnels, experts qui ont pris de leur temps pour partager leurs expériences et leurs expertises. Je vais passer maintenant la parole à Anne Juventeni. Anne Juventeni est présidente de notre comité mission. Elle est maman aussi d'un enfant en situation de handicap. Elle anime aussi notre pool de parrains et de marraines, qui sont les personnes qui apportent du soutien et du conseil à nos assurés. Et Anne va co-animer, enfin surtout Anne va animer la journée avec moi. Alors bonjour. Merci à tous. Donc Denis en a parlé. En fait, le fil rouge de cette journée, ça va vraiment être les besoins des parents aidants. En fait. Donc là, bienvenue à bord pour partir avec nous à la rencontre de ces parents aidants qui sont aussi un peu extraordinaires comme leurs enfants. Donc au cours des différentes interventions qu'on va avoir, on va vous emmener dans un voyage en commençant par un panorama de ces parents aidants, parce que le handicap peut revêtir bien des visages, bien des formes, et donc chaque visage, chaque forme nécessite un accompagnement spécifique. Donc on va commencer par aborder ce sujet. Et puis on ira tranquillement vers les solutions, d'abord celles qui existent actuellement dans l'entreprise, en tout cas dans les entreprises qui ont décidé de s'intéresser spécifiquement à ce sujet. Dans le monde de la protection sociale, et on clôturera par une intervention sur les solutions. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question qui nécessite des besoins financiers, mais d'une question qui nécessite surtout un accompagnement spécifique et adapté à la situation de chaque parent et chaque famille. Voilà, donc bienvenue à bord. Il y aura au cours de cette journée une pause à l'heure du déjeuner, entre 12h45 et 13h45 si on est hyper ponctuel. Donc voilà, on va essayer. Et une pause donc au cours de la matinée et au cours de l'après-midi. Voilà, d'une dizaine de minutes à chaque fois pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si, bien sûr, il va y avoir des rediffusions de cet événement. Donc voilà, si vous avez apprécié, on vous invitera à rediffuser. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager même dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce que vous apprenez. Voilà, donc commencez à partager. Et puis surtout, il va y avoir des tables rondes. Et l'idée, c'est pas que ça soit uniquement descendant. Donc surtout, si vous avez envie de poser des questions,
de faire des suggestions, quoi qu'il en soit. Voilà. Il y aura des temps d'interaction et on compte vraiment sur ces temps d'interaction, puisque c'est un temps de co-construction qu'on anime aujourd'hui. C'est ensemble qu'on peut construire l'avenir des parents aidants. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions à les faire tout au cours de cette journée. Et on vous indiquera les moments qui sont dédiés justement à ces échanges. Et cette journée, évidemment, des parents aidants, on l'a construit aussi avec des parents aidants. Et vous verrez que tout au long de cette journée, notamment pendant les tables rondes, mais pas seulement, on a sollicité des parents aidants pour qu'ils soient là dans le dialogue et qu'ils puissent apporter aussi leur propre point de vue sur la situation. Et on va démarrer, d'ailleurs on est très heureux de démarrer avec donc Élodie et Louis de Ransard des Bobos à la ferme. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Bobos à la ferme, personnellement je pense que c'est en train de devenir un des incontournables du répit en France. Donc Élodie et Louis, qui sont donc les parents d'Andrea, qui a une maladie neurodégénérative, ont créé un centre de répit qui accueille les familles, c'est-à-dire les aidants et leurs proches dépendants pour leur permettre de souffler. Et c'est un sujet qui est extrêmement important dans la problématique des parents aidants. Et donc, ils vont venir ici parler de leur expérience et aussi d'une enquête qui a été réalisée. Première enquête nationale réalisée auprès de 1800 parents aidants. Et ils vont nous en livrer donc les principales conclusions. Donc, moi, je suis Élodie, je suis maman d'une petite fille extraordinaire qui s'appelle Andrea, qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle est polyhandicapée à plus de 80%. Elle est vraiment extraordinaire et unique puisqu'elle a une maladie qui touche 6 personnes dans le monde et qui développe une forme unique de la maladie. Donc, on avance au quotidien avec elle et de manière... elle est à domicile, donc elle vit avec nous. Alors, d'une histoire familiale à un projet d'intérêt général, on était à Paris en juillet 2015 quand on a eu notre premier enfant. Donc, vous voyez, on est jeune actif, cadre, on avait une vie sociale, professionnelle... active, voilà, complètement des bobos parisiens, comme on pourrait dire. Et puis, finalement, une grossesse parfaite, un accouchement parfait. Et une petite fille magnifique. Et puis, elle pleurait beaucoup. Donc, je pense que je regarde toutes les mères qui sont là et qui ont un enfant en situation de handicap et à qui on a dit que son bébé était capricieux, qu'il avait le caractère de sa mère. Et que finalement, il ne fallait pas s'inquiéter tant que ça, qu'on était un peu angoissés, mais que ça allait. Mais non, pas du tout. Donc, on a couru de professionnel en professionnel pour essayer de trouver des réponses en disant qu'on ne pensait pas que c'était simplement un reflux qui faisait hurler notre fille 15 heures par jour. Et puis, à un moment donné, Andrea, elle en a eu marre que plus personne ne nous écoute. Elle a cassé sa courbe de taille et de poids quand elle a eu 5 mois. Entre Noël et le jour de l'an, et finalement, l'hôpital Trousseau, le référent était en vacances. On s'est retrouvé aux urgences de Robert Debré, et là on est tombé sur une médecin urgentiste qui nous a dit écoutez, moi c'est pas la taille et le poids qui m'inquiète, c'est que le périmètre crânien n'évolue pas. Donc le médecin pédiatre ne s'était pas aperçu que le périmètre crânien n'évoluait pas. Alors, faut pas que ça choque. Je pense qu'on a tous des histoires comme ça au début de notre parentalité différente, des oreilles et des portes closes. Et finalement, cette médecin urgentiste, elle nous a dit effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, on va passer un scanner. Et là, c'est l'ambivalence, le paradoxe de dire enfin, je suis écoutée, enfin, quelqu'un qui m'écoute, qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, tout s'écroule et on veut qu'elle ait tort. Et à partir de janvier 2016, on n'est plus jamais vraiment ressorti. On n'est plus jamais vraiment ressorti de Robert Debré ou de l'hôpital ou des établissements médico-sociaux. On a passé presque 1 an à l'hôpital. Moi, j'ai jamais pu reprendre le travail. Andrea n'a jamais été chez une nounou. Elle supportait pas, en fait. Elle pleurait tout le temps. Et elle a été nourrie par sonde nasogastrique de janvier à avril 2016. Et finalement, en avril, elle a eu une opération d'une gastrostomie. Elle est nourrie directement par l'estomac depuis. Et j'ai demandé à Louis d'arrêter de travailler parce que je suis pas une mère sacrificielle qui porte tout toute seule, comme il y en a beaucoup. Alors moi j'ai hésité, je me suis dit peut-être que j'allais quitter ma femme, parce que c'était peut-être le seul moyen d'avoir une vie à peu près normale. Mais finalement on est resté. Et donc on a finalement dû faire le deuil en fait de... Comment ?
En tout cas, on a dû faire le deuil de tout ce qui constituait un peu notre identité. Et c'est un peu, je pense, la dynamique de beaucoup de parents aidants. C'est qu'il y a un avant, un après. Il y a une vie d'avant et il y a une vie d'après. Et la vie d'après, elle est devenue assez parallèle. Finalement, et encore une fois, finalement, en tout cas, on entre dans un monde assez spécifique, forcément, celui du sanitaire. Et quand on sort du monde sanitaire, qui est un monde où on prend soin, finalement, des personnes comme nous, un peu dans le désespoir, et d'un enfant en situation en tout cas, en termes de maladie et de handicap assez lourde, on se retrouve chez soi, et un jour, on vous dit, Monsieur Dransart, Madame d'Andrea, ça va être votre tour maintenant. Maintenant, c'est à vous de faire. C'est à vous de prendre la petite valise du handicap. C'est à vous de mettre la sonde nasogastrique, c'est à vous de mettre les médicaments, c'est à vous de gérer les crises, c'est à vous de vous débrouiller. Et c'est vrai qu'il y a une énorme solitude, une énorme violence en fait dans cette transmission en tout cas du poids sanitaire que pouvait représenter notre fille en nous disant voilà, la société elle fera pas à votre place, elle va pas vous aider véritablement. Ce sera à vous de vous adapter pour pouvoir mener ce combat. Et pour pouvoir finalement trouver un équilibre ou pas dans le cadre de cette nouvelle vie. On était du coup on avait chacun des emplois où on gagnait très bien notre vie et finalement ce qui nous a aussi choqué c'est que à Robert Debré, donc pourtant un des plus grands hôpitaux de France, on nous a jamais donné ne serait-ce qu'un flyer A5 pour nous expliquer ce qu'était le handicap, ce qu'étaient les danses. On ne nous a jamais prononcé le mot aidant. On l'a entendu pour la première fois lors de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre 2016 à la radio, alors qu'on venait de passer plus d'un an entre des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, à rencontrer des psychologues, des assistantes sociales. Jamais, en fait, personne ne s'était intéressé à nous en tant que parents. Tout était centré sur notre fille, mais nous étions nous-mêmes très centrés sur notre fille. Mais à partir du moment, je vous l'ai fait rapide, mais comme on a passé presque un an à l'hôpital, on a perdu nos emplois, on a dû quitter Paris, évidemment. On a déménagé en Côte d'Opale à 2 heures de Paris, entre Le Touquet et Montreuil-sur-Mer. On a acheté une ferme qui était en ruine depuis à l'abandon depuis plus de 20 ans. Et l'objectif, c'était de reconstruire nos vies et de rester au plus près de notre fille, puisqu'on nous a annoncé très rapidement qu'elle avait un pronostic vital engagé. On ne savait pas à quel horizon, donc on s'est dit on ne va pas continuer à travailler 60 heures par semaine, ça n'a pas de sens. Donc on va acheter une ferme à la campagne, et puis on va faire des gîtes, et puis comme ça va nous permettre d'avoir des revenus, et puis de rester auprès d'elle le plus longtemps possible. Le 6 octobre, on entend qu'on est des dents. Louis prend sa casquette de juriste, et puis cherche ce qu'il y a derrière ce terme, découvre le droit au répit, il cherche un peu plus, et puis il découvre que le droit au répit, c'est de l'accueil temporaire dans des établissements et services médico-sociaux avec une notification MDPH qui peut prendre jusqu'à 8 mois. Et donc on se dit, mais attends, ça veut dire que si on veut prendre des vacances, il faut encore refaire un dossier MDPH et puis être en établissements médico-sociaux avec d'autres parents d'enfants en situation de handicap. Le handicap est un cheminement, une acceptation. Pour nous, il était hors de question à l'époque de partir en vacances avec d'autres enfants en situation de handicap. Donc à ce projet de gîte qu'on avait initialement, on a ajouté cette brique répit. On l'a présenté à un concours le 16 octobre 2016 et c'est ça qui a remporté l'assentiment du public de dire mais attends, mais de proposer des séjours de répit dans un milieu ordinaire, c'est ça en fait ce qui fonctionne dans votre projet. Et je fais un petit bond dans le temps. Le bond dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2023. On est donc la ferme, il y a à peu près 4000 m². Il y a 4 gîtes qui sont labellisés tourisme et handicap. Il y a une capacité totale de 19 personnes, possibilité de mettre jusqu'à 7 lits médicalisés. On accueille le grand public. On est un milieu ordinaire, on n'a pas de numéro de finesse, on n'est pas un établissement médico-social, on est sur Booking, sur Airbnb, il n'y a rien qui est estampillé tourisme et handicap. L'association qui porte le projet s'appelle le Laboratoire de Répit. Et l'objectif, c'est de tester des solutions de répit, comme sur un laboratoire à taille humaine, de ce que devrait être la société dans son ensemble. C'est-à-dire décloisonner le handicap et l'accueillir sur un seul et même site. Et c'est vrai que ce projet, il est quand même en fait issu d'une réaction, d'une espèce de révolte de parents qui sont confrontés finalement
à une voie sans issue dans laquelle on vous met. Moi, j'ai étudié 10 ans, j'avais une belle carrière. Élodie, c'était pareil. Et tout d'un coup, on te dit, tout ça, c'est terminé. Il va falloir faire autre chose et c'est à vous de trouver la solution. Et finalement, de cette, j'allais dire, de cette voie de garage imposée, nous est venue l'idée de créer quelque chose qui puisse peut-être nous aider déjà, nous. Hein. Et c'est vrai qu'au départ, c'est quand même les bobos à la ferme, une solution familiale de rétablissement. Qui a évolué finalement en un projet a priori d'intérêt général et d'intérêt pour les autres parents aidants et pour les aidants de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer que des aidants, des parents aidants peuvent aussi avoir l'énergie, les compétences pour pouvoir créer des solutions pour améliorer leurs propres conditions. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment valorisé et qu'on essaye, nous, de prouver par l'intermédiaire de ce projet. Alors, sur site, donc c'est un peu le point d'après vers un parcours de prévention santé en milieu ordinaire. Au-delà des 4 gîtes, on a une salle multisensorielle Snozelen, on a une salle polyvalente d'activité et on a une salle handi-balnéo avec un spa de 8 personnes et un lève-personne mural pour mettre les personnes polyhandicapées à l'eau, un chariot-douche pour l'échange. Donc il y a 2 pôles au sein des bobos à la ferme. Il y a le pôle répit, finalement, où il y a toute cette proposition. Et il y a un pôle parents aidants. Un séjour de répit chez les bobos à la ferme, pour faire très rapide, c'est une famille avec une personne dépendante. On accueille toute maladie, tout handicap, tout aidant de toute la France et toute l'année. Il y a une inconditionnalité d'accueil. Et on va mettre en place toute une ingénierie pour finalement créer un séjour sur mesure et nous adapter aux familles. Parce que toute l'année, ce sont les familles qui s'adaptent à la société. Et chez nous, on voudrait justement inverser cette tendance. Donc on propose un service de suppléance de l'aidant avec des relayeuses qui sont formées, rémunérées et compétentes pour le faire. Ce pas des bénévoles qui accompagnent les personnes dépendantes. Il faut valoriser aussi le travail social parce qu'on est en crise des métiers de l'humain et c'est important aussi de les payer à leur juste valeur. On propose un guide d'activité adapté et un guide bien-être avec tout un tas d'activités parce qu'on est sur un très beau territoire entre terre et mer où il y a énormément de propositions pour les familles ordinaires et extraordinaires. On propose la location de matériel médical, donc on peut très bien enlever un lit ou 2 et mettre 1 ou 2 lits médicalisés dans les gîtes. Et on propose une continuité des soins avec un passage d'infirmier ou de kiné pendant le séjour. Et des séances Snozelen, des séances handi-balnéo et des loisirs et des enfants extraordinaires, notamment proposés par le pôle parents aidants. Alors, le pôle parents aidants, c'est une autre activité qu'on a mis en place au sein des bobos à la ferme et je pense que c'est quelque chose qui nous a manqué, nous, personnellement. Comme les séjours de répit ou des établissements ou en tout cas des structures, on aurait pu prendre du répit, nous ont manqué à l'époque. C'était de se dire, nous, quand on est sorti de l'hôpital, il n'y avait rien, ou en tout cas peu. Alors, il y avait des services qui sont financés, le département, etc. Mais disons qu'on n'a pas trouvé de lieu qui était adapté à ce moment-là à notre état d'esprit et finalement à nos besoins. Et on s'est dit, il serait intéressant de pouvoir développer des lieux dédiés à la parentalité différente, qui ne ferait que ça, qui ne serait dédié qu'à ça, qu'à gérer ces problématiques spécifiques, comme le disait Denis, d'aidants spécifiques. Et donc on a créé le premier pôle parents aidants, où, finalement, qui est fondé sur de la pérédance professionnelle, où on ne va pas rencontrer des travailleurs sociaux. Moi, personnellement, rencontrer un travailleur social de 25-35 ans pour expliquer ma vie et pour qu'il m'aide à me rétablir, ça me fait un peu marrer, c'est gentil, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, de rencontrer d'autres parents qui depuis 10 ans, 15 ans, même 5 ans sont dans les danses, connaissent cette expérience ou l'ont connue et sont capables de m'expliquer comment eux, ils ont fait pour se rétablir, qui sont capables de m'expliquer qu'est-ce que ça va être le menu en fait. C'est quoi demain être parent aidant, c'est quoi, comment ça va se passer. Ça, c'est quelque chose qui est pertinent. Et nous, par l'intermédiaire de ce pôle parent aidant, ce qu'on souhaite, c'est véritablement avoir ces lieux qui vont pouvoir tout au long de la vie du parent être un espèce de fil conducteur. On accueille tous les parents, j'allais dire, quel que soit l'âge de l'enfant, il n'y a pas, on accueille des parents qui ont un enfant de 2 ans, de 10 ans, de 60 ans, ça n'a pas d'importance. La parentalité, finalement, reste la même, la dépendance de l'enfant reste la même. Et c'est important d'avoir, dans cette espèce d'écosystème public où vous devez changer d'établissement, service, de structure, au moins un phare ou quelque chose de continu vis-à-vis desquels vous allez pouvoir vous raccrocher dans les moments les plus aigus. Parce que dans cette vie, vous avez des moments très difficiles de passage, des moments de... vous allez devoir changer d'établissement, votre enfant va passer de l'âge de 17 ans à 18 ans, et là, tout bascule. Et finalement, vous avez tous ces moments qui vont réactualiser une angoisse, un stress.
il est nécessaire d'avoir à un moment donné des services qui sont sollicitables à tout moment. C'est le rôle du pôle parent aidant. Juste sur ce thème parent aidant, voilà, je pense que l'auditoire est assez affûté, mais c'est un terme qui n'est pas du tout compris et parfois pas forcément accepté par les institutions publiques. On a, nous, beaucoup travaillé sur ce thème, notamment avec la CAF, qui est quand même le porteur de la parentalité en France. Et c'est intéressant parce que pour eux, il n'y a qu'une seule parentalité. Il n'existe qu'un seul type de parent, avec plus ou moins des aléas. Mais en tout cas, le fait de considérer qu'il peut y avoir une parentalité différente, pour eux, c'est un concept qui n'existe pas. On est parent, on prend soin de son enfant, de son développement, de son éducation, quoi qu'il arrive. Nous, avec l'utilisation du terme pôle parent aidant et donc de cette notion d'aidance à coller finalement à cette notion de parent, on veut prouver finalement qu'il y a une différence, qu'il y a une parentalité différente et que cette parentalité, elle est fondée sur la dépendance et sur finalement le manque d'autonomie de l'enfant qui va perdurer tout au long de la vie de l'enfant. Cette dépendance, à un moment donné, elle va nécessiter des fonctions supplémentaires, des responsabilités supplémentaires. Moi, je vais changer le bouton de gastrostomie de ma fille. Bon, je pense que dans la salle, peu de personnes l'ont fait et peu de parents l'ont fait, tant mieux. Mais je dois aussi donner des médicaments 4 fois par jour. Je dois gérer ses crises, je dois la changer. Elle a 8 ans. Il y a des parents qui changent leur enfant de 20, de 30, de 40 ans. Toutes ces fonctions qui vont à un moment donné être extra-normales dans la parentalité, elles constituent finalement des fonctions d'aidant qui doivent être reconnues. Et pourquoi elles doivent être reconnues ? Parce qu'on a, pendant longtemps, je pense, considéré que le parent était finalement un peu j'exagère un peu, mais en tout cas, la bonne à tout faire de l'enfant, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, vous êtes parent, c'est naturel d'aider. Naturel. Voilà, il n'y a pas de solidarité nationale qui doit interagir, ou peu. C'est la solidarité familiale qui doit porter. Aujourd'hui, en accolant cette notion d'aidant, on affirme et on assume le fait que toutes ces fonctions d'aidance doivent être étayées par la solidarité nationale, par les impôts. Et finalement, l'objectif de l'État doit permettre aux parents de ne plus forcément être aidants, mais surtout d'être et de rester parents. Et ce terme, aujourd'hui, pour nous, c'est de considérer qu'on a le devoir d'être parent, clairement, mais on a aussi le droit de ne pas être aidant, et on a le droit de ne pas aider. Et pour ça, l'État doit, à un moment donné, faire sa part. Et quand je dis l'État, c'est aussi tous les acteurs autour de l'État qui peuvent aussi participer finalement à cette dynamique qui est, je pense, essentielle pour qu'à un moment donné, les parents d'enfants handicapés deviennent des parents aidants et deviennent des parents qui auront peut-être un jour un statut ou pas, mais en tout cas auront des facilités d'inclusion et de considération au sein de notre société. Je reviens à la fin à l'étude parce qu'on est quand même assez en retard. Alors justement, les parents aidants, c'est qui, c'est quoi, c'est où ? Alors, nous, dans notre petit Montreuilois, la CAT nous avait demandé de faire une espèce d'étude sur les besoins des parents d'enfants handicapés. Donc on avait fait un questionnaire qui a été repris, ce questionnaire extrêmement local où on avait eu 10 participants, qui a été repris grâce à AG2R et Heroic Santé à un niveau national. Et donc on a mené la première enquête, je pense, sur les parents aidants en France, et qui nous a amené finalement à faire un état des lieux assez généraliste de ce qu'est un parent aidant, de ses besoins, de son profil, non pas pour spécifier telle ou telle thématique, mais au moins pour dire aux acteurs qui travaillent avec ces parents, c'est ça l'état des lieux. Et c'est objectif et on ne pourra pas le contester. Parce qu'on avait aussi des retours d'acteurs qui nous disaient mais tous les parents aidants ont un travailleur social à côté d'eux qui fait le boulot. Et des fois, à entendre ça, alors que dans la réalité, c'est finalement pas forcément comme ça que ça se passe, on avait une certaine difficulté à prouver les choses. Donc très rapidement, le profil des répondants, on a eu beaucoup de parents très jeunes, un peu comme moi, 40 et quelques années, avec des handicaps lourds, j'allais dire comme Andrea, alors peut-être que ceci explique cela, mais en tout cas c'est quand même la panoplie des personnes qu'on a pu mobiliser sur cette enquête qui a rassemblé 1800 parents, qui nous disent, voilà, les premiers jours de la parentalité différente, elles sont difficiles, c'est les 1000 premiers jours, on parle souvent des 1000 premiers jours des parents normaux, j'allais dire, les 1000 premiers jours après l'annonce du handicap, il y a zéro, il n'y a rien. Et c'est pourtant là où tout se joue, les 3 premières années. Si vous ne mettez pas le paquet à ce moment-là, derrière, vous allez retrouver des parents dans des situations psychosociales qui seront délétères. Et effectivement, on se rend compte que 60% des parents n'ont pas eu de suivi social après l'annonce, pour des raisons majoritairement d'information. Je n'ai pas compris qui je devais aller voir. Ce qui est quand même exceptionnel, c'est, j'allais dire, assez pathétique, au vu du nombre d'argent qui peut être investi dans les services qui doivent, en principe, nous apporter du soutien. Je trouve ça quand même assez interrogeant. L'impact sur l'emploi, 50%, alors 45 à 50% des parents ont dû arrêter leur emploi. Et comme le disait Elodie tout à l'heure, ce sont majoritairement des mères qui vont, à un moment donné, devoir arrêter de travailler pour gérer ces quelques années de rééquilibrage de la famille. Vous avez une annonce,
vous tombez dans un abîme de désespoir, il y a quelqu'un qui va se sacrifier, c'est maman qui se sacrifie. Elle se sacrifie pendant combien de temps? 2, 3, 4, 10 ans. Et après, eh ben, elle essaie de retrouver du boulot avec un espèce de grand trou dans le CV. Et c'est d'autant plus difficile. L'impact sur les revenus, nous, très concrètement, hein, on a perdu peut-être 2 000 € par mois une fois que notre enfant est né, qu'on a dû arrêter de travailler. Globalement, 40% des parents aidants perdent entre 100 et 500 €. 40% perdent entre 500 et 2 000 €, ce qui est énormissime. C'est sans commentaire. Je voulais juste revenir sur les premiers jours, les 60% sans suivi social. Nous, depuis 2019, on a accueilli plus de 1000 bénéficiaires de séjours de répit pendant plus de 1500 nuitées. Et donc ça fait quand même beaucoup de familles, en plus d'une centaine de familles par an au pôle parents aidants. Le tronc commun, c'est vraiment de dire que dans ces 1000 premiers jours, et même au moment de l'annonce, la manière dont va être annoncé le handicap, la maladie d'un enfant à des parents, va aussi déterminer l'avenir de cette parentalité différente, ce que deviendra ce parent aidant. Si le parent est accompagné, on a la chance d'avoir une neuropédiatre qui nous a beaucoup accompagnés, à part, c'est parce que c'est une personne extraordinaire, il n'y a pas de protocole, c'est vraiment des rencontres. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, si ce n'est pas forcément votre monde, c'est qu'il n'y a pas de protocole dans l'annonce. Et quelque part, les ressources personnelles, la résilience que vous allez mobiliser, dépend uniquement de vous, de votre entourage, de votre famille, de vos amis, mais pas d'un étayage en fait qui vient du monde de l'entreprise ou qui vient de la solidarité nationale. Et on accueille des gens qui sont dans une situation très compliquée parce que le couple explose, la famille n'est plus présente et les amis ne savent pas comment faire et partent. Et c'est vrai qu'on retrouve des personnes qui sont complètement isolées. Et ça, ce drame, nous on le vit au quotidien dans les familles qu'on accueille. Et je pourrais aller plus loin en parlant de ruralité et d'aidance, parce que là on est à Paris et c'est encore différent, on est un peu CSP+, etc. Mais voilà, il y a des vrais sujets sur l'isolement et tout se joue là dans ce moment de suivi de l'annonce. Ouais, c'est la capacité de garder finalement des réserves, des étayages externes qui vont permettre justement de ne pas tomber dans ces 86% de parents qui se déclarent isolés, dont 28%, et c'est extrêmement fort, hein, qui se disent exclus de la société. Quand vous mettez sur un questionnaire que vous sentez exclu de la société, c'est déjà une démarche assez inquiétante. Impact sur la santé, je vais aller très vite pour finir tout ça, mais 92% se sentent épuisés, 47% se sentent dans un état d'épuisement permanent. Alors je pourrais vous parler de ma situation personnelle et d'autres parents vont pouvoir exprimer la leur. Et effectivement, cet épuisement est devenu quasiment un mode de vie. L'impact sur la famille, évidemment, ça rayonne, le handicap, c'est pas que l'enfant handicapé, c'est les parents, mais c'est aussi le couple, c'est aussi les enfants qui, à un moment donné, pour 70%, 18% des parents, en tout cas, ça a détérioré les relations avec leurs autres enfants. Finalement, on se rend compte, en recoupant les chiffres, qu'il y a 30% de parents, et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut mettre le paquet, j'allais dire, qui se sentent dans une situation de détresse absolue. Et nous, c'est vrai que dans le cadre des séjours de répit, on peut en croiser énormément. Un côté assez positif, c'est l'impact sur les compétences. 63% affirment avoir acquis des nouvelles compétences pour l'entreprise, surtout des soft skills, adaptation, le care, l'empathie, etc. Et c'est vrai que c'est des choses que les parents mettent beaucoup en avant. Oui, effectivement, c'était difficile, mais pour m'adapter, j'ai dû développer des compétences. L'impact sur la parentalité, alors ce qui est intéressant, c'est que 96%, la majorité des répondants se considèrent comme aidants, ce qui nous a beaucoup surpris. En tout cas, considèrent qu'effectivement, le fait de compenser de manière permanente la dépendance de leur enfant les amène à avoir des fonctions d'aidants et d'être parents aidants. Enfin, leurs besoins, on en parlera certainement tout à l'heure, le besoin d'un service dédié à leurs problèmes spécifiques, et le disait tout à l'heure Denis, parents aidants, c'est des aidants spécifiques avec des besoins spécifiques qui nécessitent des services spécifiques. 98% des parents souhaitent de tels services avec des objectifs qui seraient assurer une prise en compte rapide et cohérente dès l'annonce, on l'a dit tout à l'heure, tout se joue, beaucoup se joue à ce moment-là. Assurer l'accès aux aides financières, matérielles et humaines, c'est très compliqué, mais ça, beaucoup le savent déjà. Et faciliter aussi l'accès à des solutions de répit qui aujourd'hui sont effectivement très orientées établissements médico-sociaux. Et pour tout ce qui est répit en milieu ordinaire, ça reste des choses très compliquées à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas d'argent finalement. Je voulais terminer en disant que l'étude est téléchargeable sur notre site internet lesboboalaferme.fr. Et aussi, puisque vous êtes dans la salle, j'en profite, le premier répit, il est administratif et ensuite il est financier.
Et donc, les familles que l'on accueille, on accompagne chaque famille sur la mobilisation de financement pour accéder à un séjour de répit. Les séjours sont tous financés, certains sont financés jusqu'à 100%. Les principaux partenaires sont l'ANCV, les caisses de retraite de la GERCARCO, la CAF et l'ARS. Vous pouvez aussi accompagner vos ressortissants pour financer des séjours de répit. Et voilà, c'est très important parce que le répit arrive souvent comme une cerise sur le gâteau et pourtant c'est ce qui fait tenir au quotidien. Donc merci. Merci beaucoup. Merci Elodie et Louis. On a un planning assez chargé, mais en fait, si vous avez une question, on prend quand même, parce qu'on ne veut pas être dans un format trop descendant. Donc si l'un d'entre vous a une question à poser d'ores et déjà à Elodie et Louis, vous pouvez le faire. Pas encore ? D'accord. Qu'est-ce qu'on aimerait ? Nous, ce qu'on aimerait, c'est d'être parents comme tout le monde, d'avoir les mêmes services. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise, monsieur Dransart, vous allez pouvoir continuer à bosser, il n'y a pas de problème, vos 10 années d'études, vos 15 ans de carrière, on va les garder, vous allez pouvoir bosser. On m'a jamais proposé ça. Je voudrais avoir les mêmes services que les autres parents. Je voudrais qu'on me dise, comme mon enfant qui va bien, de 7h à 19h, on peut le prendre en compte, il n'y a aucun problème, il va bien, il sera en sécurité, il sera bien pris en compte, et vous allez pouvoir faire votre vie. Parce qu'en fait, il faut juste comprendre un truc, c'est que cette inégalité, cet sentiment d'exclusion, il est objectivé par le fait que l'État n'apporte pas les mêmes services pour les parents d'enfants qui vont bien, vis-à-vis des parents qui vont moins bien avec des enfants qui vont moins bien. Et je trouve que cette injustice-là, elle souligne la non-citoyenneté que nous subissons. Moi aussi, j'ai payé des impôts à un moment donné qu'on me dise « non, vous êtes dans la catégorie compliquée, donc vous n'aurez rien ». Ça, je trouve que c'est d'une injustice sociale évidente. Et pour le coup, aujourd'hui, rien n'est fait, clairement rien n'est fait. Et quand je vois qu'il y a 30% de parents qui se considèrent en dépression permanente, je pense à eux. Et ça m'émeut en pensant à eux. Parce que moi-même, j'ai été dans cet état-là. Et je me dis que tout le monde s'en fout. Ce n'est pas normal. Il y a des chiffres aujourd'hui, objectifs, on ne les a pas sortis de notre chapeau. Je ne sais pas si les gens, en tout cas les élus ou ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir, s'en préoccuperont, je l'espère, je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est que les prochains parents, ceux qui vont nous suivre, ce soit moins compliqué pour eux. Parce que quand je compare notre vie à ceux des parents d'il y a 30 ans, je me dis, en fait, ça n'a pas changé. Certainement que dans 30 ans, on reviendra ici et peut-être que rien n'aura changé. Et ça m'inquiète beaucoup. Juste pour rappel, 400 000 familles concernées par le sujet de l'aidance d'un enfant en situation de handicap. Merci beaucoup. On va passer la parole à Aurélia. Est-ce que je vais me débrouiller avec tout ça ? Oui. Mais avant de passer la parole à Aurélia, alors l'idée, c'est que là, on a entendu le témoignage d'Elodie et Louis, qui évidemment résonne pour beaucoup de familles qui sont concernées par la situation. On va vous inviter maintenant à regarder un medley qui est issu de notre podcast, du podcast de Baby Safe, pour essayer de voir effectivement comment ça résonne avec d'autres familles. Puis je passerai la parole à Aurélia Gérin, qui est responsable solution chez Baby Safe, pour qu'elle puisse vous parler davantage des différents parcours des parents aidants. Une séance qui se passe pas bien, des troubles de l'attention qui sont si envahissants qu'on n'en peut plus de répéter 650 fois, de mettre les chaussures parce qu'on part à l'école et que les chaussures sont toujours pas mises, parce qu'il y a des Legos, des livres et je ne sais quoi. Et là, on a un peu envie de péter les plombs. Et ça aussi, c'est culpabilisant de se dire « je ne supporte pas et je ne sais pas bien accueillir les pathologies de mon enfant ». Ce qui a été beaucoup plus difficile dans mon cas à accepter, c'est le regard des autres sur Loris. Quand on se promenait avec Loris, ça attirait systématiquement les regards et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce regard des autres sur notre enfant. Alors des fois des regards compatissants, des fois des regards de rejet, des fois des regards de dégoût. Une journée un peu typique, c'était le matin à l'école, le début d'après-midi kiné, parfois il pouvait y avoir orthophoniste l'après-midi.
Et ensuite, il fallait aller chercher les filles et puis organiser le reste de la journée. Il a quand même des suivis, oui, tous les 3 mois en centre de référence ou en centre de coordination médecine physique et réadaptation. Voilà, il a un quotidien assez chargé et intense en fait, où on lâche rien en même temps, parce que si on laisse la place au doute pour lui, ça crée de la frustration, de l'inquiétude. Dimitri, lui, continuait de travailler tous les jours, sauf ses jours de repos. Et puis moi, j'étais à l'hôpital, donc il pouvait être là dès qu'il pouvait ou était en repos, mais c'était difficile à gérer. Et c'est vrai que on s'est pas éloigné sur cette période, mais ça a été difficile. En fait, c'était un petit peu un sentiment d'injustice pour ma part, parce que je sentais que lui, il pouvait s'échapper un petit peu de tout ça en allant au travail, en pensant peut-être aussi dans la journée à autre chose. Et moi, pas du tout, en fait. J'étais vraiment fixée sur Noah, son handicap, là, du coup, son épilepsie, ses traitements, enfin, voilà, ses difficultés, etc. Sur toutes les hospitalisations, les déplacements, le logement, etc., sur un an, 20 à 25 hospitalisations sur un rayon de 150 km autour de chez nous, 4 à 5 000 euros, je pense. Moi, j'ai pris la décision d'aller voir mon employeur, et donc je l'ai prévenu tout de suite. Et il y a eu une petite réticence, mais qui n'a pas duré, parce que effectivement, j'ai rappelé au directeur commercial qui me dirigeait à ce moment-là la phrase qu'il m'avait dite aussi quand il m'avait embauché. Il m'avait dit Thierry, tu seras notre commercial et tu seras là pour remplir une mission, tu ne seras pas là pour faire des heures. Et je compenserai les moments où je devrais partir pour être au chevet ou à l'aide de mon fils, je les compenserai par un surinvestissement dans les périodes où tout ira bien, et vous n'aurez pas à le regretter. Et donc, à partir de ce moment-là, le cadre était posé, les choses étaient claires, et mon employeur a parfaitement accepté la situation. Merci à Mélanie qui nous a préparé ce beau medley de podcast. Alors on avait envie de, je ne sais pas si vous m'entendez, on avait envie nous de débuter ce colloque en mettant à l'honneur les premières personnes concernées par cette journée. Donc c'est bien évidemment les parents extraordinaires d'enfants extraordinaires. Je voulais débuter par un chiffre qui a été rappelé par Anne tout à l'heure, ce chiffre de 400 000. 400 000, c'est le nombre de familles qui sont touchées par le handicap d'un enfant. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce chiffre. Moi qui connais quand même bien le sujet, en fait, il m'a énormément surprise. Je trouve que c'est un chiffre qui est impressionnant. Ça veut dire que ça concerne beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense en réalité. Et très certainement que chacun d'entre nous côtoie au quotidien des parents aidants sans le savoir. D'où la question que je me suis posée, qui est qu'est-ce qui fait finalement que les parents aidants soient si peu visibles aujourd'hui dans notre société ? Alors une première raison, ça pourrait être que les parents d'enfants en situation de handicap se reconnaissent très peu souvent dans cette définition d'aidant. Vous parliez tout à l'heure d'un chiffre de 96%, je pense que c'est le biais aussi du sondage, parce que vous vous adressiez d'entrée de jeu aux parents aidants. Dans la plupart des cas, en fait, ce qui se passe, c'est que les parents aidants vont assumer leur rôle au quotidien, sans se demander si ce qu'ils sont en train de faire, c'est leur rôle de parent, ou ça ressort du rôle d'aidant. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, le parent, c'est l'aidant le plus naturel qui soit. On considère que c'est normal de s'occuper de son enfant, de l'assister dans les tâches quotidiennes. Sauf qu'en règle générale, on sait que ça va durer qu'un temps. C'est-à-dire, en règle générale, l'enfant va grandir, il va gagner en autonomie, il va devenir indépendant. Pour les parents aidants, c'est complètement différent. D'abord, ils sont happés par un quotidien qui est littéralement dicté par le handicap. Louis et Elodie en parlaient très bien tout à l'heure. Il y a tous les rendez-vous médicaux, les soins, trouver un mode de garde, est-ce qu'on va arriver à scolariser l'enfant ou pas, et tout ça au milieu de démarches administratives qui sont interminables. On l'a bien vu dans le témoignage de tout à l'heure, les parents, ils sont à la fois infirmiers, auxiliaires de vie,
éducateur, taxi aussi, secrétaire, coordinateur de parcours. Et en fait, plus l'enfant grandit, plus la question de son inclusion aussi devient compliquée. Et à ça s'ajoute aussi la peur du futur, de se dire qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là, qui va prendre soin de mon enfant, quelle sera sa place dans la société. Et c'est ce que rappelait aussi Denis en introduction. En fait, personne n'est préparé à devenir l'aidant de son enfant. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Une deuxième raison aussi, il me semble, qui peut expliquer que les parents aidants sont si peu visibles dans la société, c'est que le handicap aussi prend plusieurs visages. Alors on est un petit peu plus sensibilisé aujourd'hui. On sait qu'il existe des handicaps visibles et des handicaps invisibles. Est-ce que ça veut dire qu'on voit mieux le handicap dans notre société aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre. En tout cas, effectivement, les problématiques ne vont pas être les mêmes selon qu'on a un enfant qui va être porteur d'handicap physique ou moteur, d'handicap intellectuel, d'handicap sensoriel. Les prises en charge vont être complètement différentes, les problématiques aussi. Et puis, il faut savoir qu'il y a des handicaps qui sont bien connus, sur lesquels on a du recul, on peut anticiper certaines étapes, on sait à peu près ce qui va se passer. Et puis d'autres handicaps pour lesquels il n'y a même pas de diagnostic. Parfois, ça tombera au bout de plusieurs années et parfois, il n'y en aura même jamais. Donc là, les parents naviguent complètement à vue. Donc en fait, il y a des handicaps qui nécessitent une prise en charge quotidienne lourde, d'autres des soins plus ponctuels, et c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de dire il y a une recette toute faite qu'on va appliquer et ça va marcher pour tout le monde. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de parcours type du handicap, mais il y a une multiplicité d'histoires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le handicap, il touche toutes les sphères de la vie de l'ensemble de la famille. En fait, chaque famille va le vivre à sa façon, mais aussi souvent à l'intérieur de la famille, chacun va le vivre à sa façon. Et donc, il y a des parents comme ça qui vont arriver à traverser les épreuves en faisant front ensemble, et puis il y en a qui vont préférer se séparer parce que c'est trop compliqué. Il y a des parents qui vont arriver à conserver une activité professionnelle et d'autres qui n'ont pas d'autre choix que de s'arrêter de travailler pour s'occuper à temps plein de leur enfant. Et puis il y a aussi des familles qui habitent dans un secteur où l'accès aux soins est relativement facile, et puis d'autres qui habitent dans des zones blanches où ils sont obligés de prendre leur voiture pendant des centaines de kilomètres tous les mois pour essayer de trouver une prise en charge adaptée à leur enfant. Il y a des parents qui arrivent à refaire surface, Louis parlait tout à l'heure de rétablissement, d'autres qui n'y arriveront jamais. Et puis il y a ceux que le handicap va transcender, et je crois qu'on a quelques très beaux exemples dans la salle aujourd'hui. En fait, ces parcours du handicap, c'est comme un immense nuancier. On a une palette infinie de situations. Et puis au milieu de tout ça, il ne faut pas oublier non plus les jeunes aidants. Parce qu'ils payent aussi un lourd tribut, les frères, les sœurs, qui mettent leur vie entre parenthèses pour que les parents puissent se concentrer, se focaliser sur l'enfant le plus fragile. Et ils sont souvent eux-mêmes des jeunes, voire des très jeunes aidants. Et en fait, on se rend compte que la famille, comme ça, est engagée entièrement, totalement, pour faire face à ce qui est décrit bien souvent comme un parcours du combattant. Et du coup, ça génère aussi un sentiment d'isolement, parce qu'on est très focalisé et qu'on a l'impression que ce qu'on est en train de vivre, personne autour n'arrive à le comprendre. Du coup, c'est compliqué de rompre ce sentiment d'isolement, de se dire, là, peut-être qu'il y a une main tendue, peut-être que je vais aller demander de l'aide à l'extérieur. Ça, c'est des choses très compliquées. C'est aussi ce qui peut expliquer, effectivement, qu'on les voit peu, ces parents aidants. Alors moi, je vois les parents aidants comme des super-héros du quotidien, et je sais qu'ils détestent qu'on dise ça. Mais voilà, c'est ma vision extérieure, mais pas comme un super-héros qui a une cape rouge et qui va passer au-dessus de Manhattan. Non, c'est des héros de l'ombre. Le chiffre qui m'a interpellée aussi, c'est ce chiffre de 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros, c'est le coût de l'aide informelle qui est apporté par les parents aidants. C'est-à-dire que si en fait on devait faire tous ces actes de la vie quotidienne à des professionnels rémunérés, ça serait 11 milliards d'euros. Pour vous donner un peu l'idée de ce que ça représente, aujourd'hui, le budget de dépenses pour la protection sociale pour compenser la perte d'autonomie, c'est 53 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, si on devait rajouter ces 11 milliards, ça alourdirait ce budget de 20%. Ce qui veut dire qu'en fait, les parents aidants, ils font faire des économies énormes à la collectivité. Et moi, rien que pour ça, j'ai envie de leur dire un immense merci. Mais cet engagement a forcément un coût élevé et il est trop largement supporté par les familles. Alors, en plus du stress, en plus de la lourdeur des démarches administratives, il y a aussi de nombreuses dépenses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des soins, tout ce qui est aménagement de véhicules, logement, de l'achat de matériel, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont pas mal remboursées.
Et du coup, beaucoup de familles qui tombent dans la précarité, puisqu'il y a aussi, comme on a vu, beaucoup de parents qui ont des grosses pertes de revenus, et ça peut générer vraiment de la précarité, et en particulier pour les mamans. Parce que quand la famille explose, en général, c'est la maman qui se retrouve seule à éduquer les enfants. Il faut savoir que selon une étude de l'adresse, on a aujourd'hui 30% des familles bénéficiaires de l'AEH, donc l'allocation qui est versée aux familles qui ont un enfant en situation de handicap, qui sont des familles monoparentales. C'est 7 points de plus que pour les familles qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap. Donc là, on a beaucoup de mamans qui se retrouvent mamans solo, qui arrêtent leur job et qui vivent que des aides sociales. Ah ouais, c'était pas... Et qui vivent que des aides sociales. Et donc, bien entendu, compte tenu du nombre de dépenses qu'elles ont à faire, c'est largement insuffisant. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, hein, le burn-out aussi, qui est une réalité pour beaucoup de parents aidants. Donc, les premiers à en payer le coût, c'est bien entendu les parents, mais c'est un coût aussi pour la société, puisque ça génère des arrêts de travail, des soins. Donc, en fait, dans l'histoire, tout le monde est perdant. Alors nous, on le voit beaucoup à travers toutes les histoires qu'on rencontre, à travers les podcasts, à travers les accompagnements, à travers l'étude qu'on avait menée. En fait, on se rend compte que la prise en charge actuelle, qui est assez standardisée, on fait rentrer un peu les gens dans des moules, en fait, en réalité. D'abord, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Parce que voilà, on peut avoir une notification MDPH qui nous dit super, il va falloir faire tout ça, sauf qu'après arriver à trouver réellement les professionnels compte tenu aujourd'hui des difficultés dans le médico-social pour arriver à remplir toutes les cases, c'est compliqué. Et puis souvent cette prise en charge un peu standardisée, elle est vécue comme quelque chose d'assez insatisfaisant en fait. Souvent, ce que les familles déplorent, c'est en premier lieu un manque d'informations. Ça, vous en aviez parlé tout à l'heure. On ne m'a pas donné de mode d'emploi, finalement, du handicap. On ne m'a pas expliqué ce qui allait se passer. On ne m'a pas expliqué à qui je devais m'adresser. C'était quoi la prochaine étape. Là, j'ai un diagnostic qui tombe, mais qu'est-ce que j'en fais, en fait, de tout ça ? Un souci aussi de dialogue et puis de coordination entre professionnels. C'est en général, on travaille un petit peu en silo. On règle la problématique qu'on doit régler en tant que professionnel, mais derrière... Il n'y a pas de travail en réseau qui se met en place. Et ça, que ce soit dans le secteur du soin ou médico-social. Et puis, soyons clairs, hein, les parents ne peuvent plus des démarches administratives. Il faut savoir que voilà, quand il y a un besoin qui émerge, on remplit un dossier MDPH. Déjà, pour remplir le dossier MDPH, il faut une formation spécifique, hein, quasiment. Donc, voilà. Dossier MDPH, il faut attendre, en théorie, 4 mois. En règle générale, c'est plutôt le double. Donc, ce qui veut dire qu'entre-temps, il ne s'est rien passé. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, dans les entretiens qu'on a menés, c'est qu'en fait, ça génère des ruptures de parcours, dans 2/3 des cas. Et ces ruptures de parcours, elles sont extrêmement préjudiciables, parce que ça veut dire que c'est peut-être un enfant qui va être obligé d'arrêter des soins, et qui va prendre du retard dans son développement, ou alors qu'il va falloir déscolariser. Donc là aussi, ça remet en jeu toute la question de son intégration dans la société. Donc c'est vrai que voilà, les politiques publiques se sont rendues compte qu'il y avait un petit sujet sur ces ruptures de parcours, et donc... on va dire que l'idée, c'est d'aller vers un petit peu plus de souplesse, et l'ambition affichée, c'est le 0 sans solution. Donc ça, c'est issu du rapport Pifto de 2014. C'est une très belle ambition, sauf qu'on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, on en est quand même très, très loin, et c'est pour ça que c'est important que chacun, à son niveau, se saisisse du sujet. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à la construire, cette société plus solidaire et inclusive. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va travailler tous ensemble, on va réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut alléger cette charge des parents aidants pour qu'ils puissent se concentrer réellement sur leur plus beau rôle, celui de parents aimants, et la nuance peut tenir à une lettre. Finalement, c'est bien ça dont leurs enfants ont le plus besoin.